Je ne sais pas si vous me connaissez un tout petit peu ou pas du tout. Donc, je me présente, je m'appelle Lydia Stankiewicz, je suis thérapeute, je suis psychopraticienne à Paris depuis maintenant un peu plus de 9 ans. Et je suis spécialisée donc, dans l'accompagnement de la fertilité. Je préfère utiliser ce mot positif parce qu'on parle beaucoup de l'infertilité. Mais je préfère parler des questions de fertilité. Voilà, et je suis hypnothérapeute, je suis sophrologue et je pratique ce qu'on appelle la thérapie brève, c'est-à-dire que je suis formée en systémique, j'ai été formée dans une école de psychothérapie, de thérapie brève à Paris. J'ai moi-même un parcours de fertilité compliquée. J'ai réussi à avoir néanmoins une petite fille qui maintenant a justement 10 ans bientôt. C'est pour ça que je me permets d'accompagner les gens sur cette voie-là, sur cette route vers le bébé. Donc, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai déjà fait pas mal de conférences. J'aime beaucoup ce sujet parce que je le connais, le sujet du don d'ovocytes. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la donneuse. Évidemment, la donneuse, le sujet de la donneuse, c'est le sujet du don d'ovocytes. Mais je l'ai axé sur la donneuse parce que cette femme est tout et rien à la fois. Peut-être pas rien, mais tout et pas grand-chose selon les appréciations, selon votre histoire personnelle pour vous. Et donc, pourquoi le don d'ovocytes pose problème? Pourquoi vous êtes là? Eh bien, c'est parce qu'il y a cette participation de la troisième personne, du troisième visage dans la conception de l'enfant, de votre futur enfant. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous dire que la donneuse est donc une femme, ça vous le savez, mais elle est une femme comme vous, comme moi, comme nous toutes. Et la seule chose qui la différencie de nous, c'est qu'elle a décidé de donner des ovocytes, des gamètes, à une autre femme ou à plusieurs autres femmes, moyennant une rétribution. Alors je dis rétribution parce que c'est une rétribution, ça n'est pas une paye, ça n'est pas un salaire. Et on sait que si une étudiante a besoin de gagner vraiment de l'argent, elle a intérêt à faire autre chose. Ce n'est pas avec quelques centaines d'euros obtenus une ou deux fois peut-être qu'elle va bien gagner sa vie. Donc il y a autre chose dans ce geste du don. Alors, ce n'est pas la première fois dans la vie de notre société, enfin de l'homme en général, qu'une femme aide une autre femme à avoir un enfant. Il y a déjà eu des histoires d'aide comme ça, par exemple au temps biblique. Si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, on peut apprendre des histoires de ce genre. C'est-à-dire que les femmes, nombreuses sont les femmes qui portent les enfants de leurs amis parce que l'épouse ne peut pas en avoir, les filles qui portent des bébés pour leur père, hein, parce que la maman ne peut pas en avoir, on fait appel à des voisins, des copains, voilà, des femmes qu'on connaît dans son entourage pour qu'elles puissent porter l'enfant de l'épouse. Et ce n'est pas la première fois que la femme est rendue coupable aussi parce que son corps ne répond pas à la demande, parce qu'il ne rend pas ce qu'on lui demande de fabriquer. Et donc, dans l'histoire, ces femmes étaient aussi souvent répudiées. Aujourd'hui, vous n'êtes pas répudiée par la famille ni par le mari, mais vous avez la possibilité de faire autre chose. Aujourd'hui, on fait toujours, comme avant, l'appel à la femme, mais on ne fait pas appel à la femme entière. On ne fait pas appel à son corps entier. Ce n'est pas elle qui porte l'enfant, ce n'est pas elle qui le met au monde. Et donc,
c'est forcément différent. On a besoin aujourd'hui d'un produit de son corps, ce qui n'est pas une partie de son corps, ça n'est pas un organe, c'est encore cela qui différencie le don d'ovocytes du don d'organes, mais on a besoin du produit que ces ovaires, donc son corps, ont fabriqué. Donc en cela, c'est tout simplement différent. Mais cette partie du corps, qu'est l'ovocyte, est porteur d'un ADN, est porteur de ce qu'une base, enfin d'une base, de la base de l'être humain que ce bébé, que cet embryon va devenir. Et c'est ça qui nous pose problème dans le don. Alors évidemment, pour beaucoup d'entre vous, peut-être, je ne sais pas, pour certains, ça peut poser un problème d'ordre éthique, et ça pose un problème éthique dans pas mal de pays, dans pas mal de sociétés, parce qu'on manipule quand même le corps humain. On fait des prélèvements d'un corps à l'autre, on le stimule, on le booste pour qu'il fabrique, pour qu'il donne quelque chose à quelqu'un d'autre, et de surcroît, bon, c'est une rétribution, mais moyennant quand même l'argent, puisque les établissements médicaux auxquels vous vous rendez se font payer pour tout le processus. Donc ça peut poser, et on comprend, un problème éthique. Et puis ça peut poser évidemment un problème psychologique. C'est pourquoi vous êtes là aussi, et c'est pourquoi il y a des associations qui aident, et des psychothérapeutes, et psychologues, et psychiatres, etc. etc. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a absolument pas assez. Et puis, il y a donc des problèmes d'ordre psychogénéalogique, puisque la grande peur de vous tous, c'est qu'il y ait une rupture de lignée familiale, une rupture déjà génétique, et puis pour certains, rupture biologique, etc. Alors, moi je dis toujours génétique d'abord, ensuite il faut bien peser les mots, parce que tous les mots ont un sens, et il faut faire attention au vocabulaire, à la terminologie dans l'histoire du don. C'est qu'une mère, c'est que la biologie, c'est que la génétique, voilà, tout ça, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit. Parfois les mamans, les futures mamans disent « je ne vais pas être sa mère biologique », c'est pas tout à fait comme ça. Et ça fait partie du travail justement de l'accompagnement que je propose et que d'autres proposent probablement. Donc voilà, donc tout cela, cette rupture de la lignée, tout cela, ça peut s'expliquer, enfin disons que ça peut se travailler lorsqu'on connaît l'épigénétique. Vous pouvez, je vous envoie en fait au document, je vous renvoie au document portant sur l'épigénétique, ou peut-être consulter des médecins, généticiens, enfin qui peuvent vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur d'un ventre quand la grossesse a lieu, comment l'embryon évolue, comment s'expriment les gènes d'un ADN, de ce troisième ADN, parce qu'il ne s'agit pas de l'ADN de la donneuse, justement, dont on parle aujourd'hui, mais il s'agit d'un troisième ADN qui est complètement unique et qui, lui, se forme à partir de l'ADN masculin et féminin. Et donc, l'épigénétique peut vous aider à apprivoiser ce sujet-là, à l'appréhender tout au long de votre parcours. Mais ça n'est pas le sujet de cette conférence. Alors, la donneuse, c'est une femme, je disais, comme vous et moi, qui a décidé de donner donc cette cellule pour aider une autre femme. Elle est l'objet de tous les fantasmes, évidemment. Elle est l'objet de toutes les projections possibles, de beaucoup de vos rêves, tout simplement parce qu'elle n'est pas connue, on ne sait pas qui c'est. Et d'ailleurs, si elle était connue, ça poserait un autre problème de confusion, mais il reste qu'elle paraît dangereuse. Alors, pour préparer cette conférence,
je me suis efforcée de contacter quelques cliniques qui voulaient bien me rendre possible quelques entretiens avec des donneuses, mais de manière complètement anonyme, par téléphone, et avec la psychologue d'une des cliniques qui m'en a parlé un peu, parce que je me suis dit que j'allais pas vous parler de la donneuse juste comme ça en projetant moi-même. Je voulais savoir ce que pensaient ces femmes. Et donc je me suis fait un plaisir à faire une petite, lors de ces quelques conversations, un petit sondage. J'ai posé la question à une dizaine de femmes. La question suivante: pourquoi? Quelle est la motivation principale de ce geste? Quelle est votre énergie qui vous guide dans ce que vous faites? Alors, il se trouve que, et là je vais regarder, alors c'est 6 donneuses qui ont répondu, pour qu'une autre femme puisse porter un enfant. Pour qu'une autre femme puisse porter un enfant. 3 des donneuses ont répondu pour aider ma sœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agissait d'un don croisé, ce qu'on appelle souvent en Belgique, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'un don d'ovocytes si vous emmenez quelqu'un qui a beaucoup d'ovocytes et qui peut en donner de manière anonyme dans l'établissement en question. Donc là, il y a eu donc aussi l'idée d'aide, mais c'était pour aider quelqu'un de proche, la sœur en l'occurrence. Et puis une seule femme a répondu que c'est une manière, alors il faut savoir que c'est une femme qui a déjà 2 enfants, et c'est pour elle une manière effectivement de gagner un petit peu de sous, 3 fois elle l'a fait. Voilà, donc ça c'est, alors si vous voulez savoir, bon voilà, il s'agissait d'une clinique tchèque et d'une clinique polonaise, parce que moi je suis d'origine polonaise, alors je sais que les cigognes ne travaillent pas avec la Pologne, mais depuis peu là-bas, les cliniques poussent comme des champignons, et j'en ai été très surprise parce que ça a été très longtemps interdit, mais voilà, j'ai eu accès à des femmes qui donnent là-bas. Voilà, alors ce qui est sûr, c'est que pour chacune d'entre elles, le don d'ovocytes paraît dénué de toute problématique psychologique. J'entends problématique, c'est-à-dire quelque chose qui leur pose un problème. Elles ont été soigneusement choisies, sélectionnées, elles ont été testées biologiquement, évidemment. Elles ont été testées psychologiquement, il y a eu des entretiens, il y a eu des tests écrits, etc. Donc, moi en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ça ne leur posait pas de problème de donner des ovocytes, et à aucun moment, je n'ai entendu ni ressenti de doute, de confusion quant à la question « qui est la mère ?» Et à aucun moment, elles ne m'ont dit qu'elles voudraient peut-être, et pourquoi pas, rencontrer ses enfants, etc., etc. Il n'y a pas eu ça. Donc ça, c'est quand même très, très, très rassurant. D'ailleurs, je dis souvent qu'on n'est pas maman d'un ovocyte, on est maman d'un enfant. Et pour qu'il y ait un enfant, il faut autre chose qu'un ovocyte, il faut plus. Il faut un spermatozoïde, il faut qu'un embryon se forme, et il faut une maman qui désire l'enfant. Il faut le ventre et le corps global, c'est-à-dire ce qui sort de ce corps, l'énergie, l'amour, etc., etc. Donc nous voyons bien que pour la donneuse, l'ovocyte, c'est-à-dire cette cellule que le corps a produit, n'est pas un sujet à confusion, pas un sujet à problème, et elles ne prétendent pas être les mères de ses enfants. Et je pense que ça peut être rassurant pour les futures mamans qui se posent la question quand elles pensent à la donneuse, à savoir qui sera la mère, et j'en parlerai dans quelques minutes justement. Sachez que pour les donneuses, la question n'est pas. Voilà, ça n'est pas elle est maman de l'enfant. Surtout qu'on ne peut pas être maman des milliers d'ovocytes qu'on fabrique, n'est-ce pas, durant toute une vie.
Voilà. Alors, les motivations, je reviens donc à ces motivations, puisque c'était ma question, la question que je leur ai posée. La motivation principale reste, je veux aider. Je veux rendre possible la maternité à une autre femme. Donc c'est quand même la première raison du don. Et dans ces conversations, j'ai entendu aussi beaucoup de mots, enfin du champ lexical de l'aide, mais aussi de la réparation. Alors réparation, c'est comme si elles avaient la possibilité de rendre à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Réparer quelque chose que la nature ne lui a pas donné. C'était surtout les femmes qui parlaient de leurs sœurs, hein, qui ont aidé leurs sœurs. Et donc, il y a aussi le mot, j'ai entendu aussi le mot faire justice, parce que c'est très injuste de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est très injuste. On n'est pas tous égaux devant la maladie, on n'est pas tous égaux devant la fertilité. Alors, on s'aperçoit donc que ces motivations sont très, très diverses, mais elles sont aussi très personnelles. Et j'ajouterais que, personnellement, je connais une donneuse en France, c'est pas une amie, mais presque. C'est une dame qui a 5 enfants. Elle est très croyante et elle a donné 3 fois aussi au Sécos à Paris. Et cette femme dit exactement la même chose. Je veux partager avec d'autres femmes ce que j'ai en abondance, ce que la nature a bien voulu m'accorder. Et en aucun cas, cette femme ne se considère comme une mère de l'enfant de quelque manière que ce soit biologique, psychologique, enfin intellectuelle, voilà. En aucun cas. Et je crois que c'est aussi bon de savoir, que des femmes comme ça existent et, ce que ça représente pour elles. Alors justement, puisque ces femmes, comme elles, ont ces ovocytes en abondance, il y a cette idée du partage, mais c'est justement partage de quelque chose que vous n'avez pas. Si vous vous rendez dans une clinique pour avoir un enfant du don, c'est quelque chose qui vous manque. C'est quelque chose qui est manquant et c'est un élément important parce que c'est ce qui fait de vous une mère potentielle, une femme et une mère potentielle. Et c'est ce qui fait, en l'occurrence, souffrir le plus. Donc maintenant, j'ai envie de vous parler de vous. Et je vais regarder, alors excusez-moi, je vois vraiment très très mal ici. Voilà. Et de la manière dont vous... je vais vous parler généralement vous, parce que comme j'en vois tous les jours en cabinet, beaucoup, je vais m'adresser à la deuxième personne. Vous êtes évidemment rempli de doutes, de peurs, de questions, et vous donnez de manière consciente, inconsciente, automatique parfois réfléchie, un certain nombre de caractéristiques à cette donneuse, cette femme qui va vous aider. Et malheureusement, la plupart du temps, comme elle est objet de tous les fantasmes, elle constitue votre rivale. Elle représente une rivale pour vous. Et donc, souvent, ce que j'entends, c'est que, enfin là aussi j'ai fait un petit sondage en cabinet, donc voilà, j'ai interrogé 10 femmes que j'accompagne, et c'est pareil, 7 sur 10 ont répondu que la donneuse est une rivale pour elle. 5 sur 10 ont répondu que c'est la vraie mère de l'enfant. 9 sur 10 ont répondu que cette femme fait l'enfant avec son mari, leur mari. Donc, c'est dire jusqu'où ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la donneuse est une femme très puissante. Mais ça veut dire que c'est vous qui lui donnez cette puissance-là.
aussi. Évidemment, ça vient de l'angoisse, ça vient de la peur. Mais elle est très, très puissante. Elle est tellement puissante qu'elle va jusqu'à dans votre lit. Parce qu'elle couche, elle fait l'enfant avec votre mari. Il y a un petit peu moins de maris, de messieurs, qui pensent ça. Ils sont vraiment peu nombreux. Mais les femmes sont extrêmement nombreuses pour dire mais il y a une tromperie. Et elles se sentent complètement exclues. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument questionner. D'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, par rapport à votre histoire, à votre état mental, votre état émotionnel, et travailler, parce que effectivement, ça peut représenter un danger pour vous. C'est pas bon pour votre famille, c'est pas bon pour votre futur enfant non plus. Parce que la donneuse ne fait pas l'enfant avec votre mari, hein. C'est vous qui faites ça. Alors, c'est une femme de nombreux paradoxes. Elle vous donne ce que vous n'avez pas, et c'est la chose la plus importante. On dit c'est juste une cellule, mais quand même, sans elle, il n'y a pas de vie. Hein. Néanmoins, elle ne suffit pas pour créer cette vie, cette cellule-là. Donc, c'est très compliqué de résoudre cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui faire une place à cette femme-là dans votre vie. Il faut l'inscrire dans l'histoire de votre parcours, de votre couple et de votre famille, plus tard avec votre enfant, pour qu'il n'y ait pas de sujet tabou et pour que vous ne vous réveillez pas tous les matins en vous disant « Bon, ma fille a grandi, à qui elle va ressembler ?» Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel comme travail à faire pour être à l'aise après, tout au long de la vie avec votre enfant. Certaines femmes me demandent, mais alors, il faut que je fasse ce travail tout de suite, là, maintenant. Je ne suis pas prête, je dois partir dans un mois. On n'est jamais vraiment suffisamment prêt. Et la grossesse est là pour ça aussi. Parce que la grossesse, c'est une période de 9 mois de cohabitation avec l'embryon, qu'il soit du don ou pas, qui sert à se rencontrer, à faire connaissance et à vivre ensemble ensuite. Donc il ne faut pas avoir cette angoisse-là, je ne suis pas prête, sauf si vous n'acceptez pas du tout l'idée du don, sauf si vous n'acceptez pas du tout cette conception-là. Là, il faut peut-être attendre un petit peu, travailler sur vous. Il y a des cas des femmes qui sont parties, qui ne se sont pas préoccupées justement de cette donneuse du tout. Elles sont parties très vite. J'ai vu des cas des IVG avec le don d'ovocytes à mon cabinet. Donc c'est rare, hein, rassurez-vous, c'est très rare. Mais il faut se poser la question quand même avant. Après, si vous avez déjà accepté l'idée du don, la donneuse, enfin l'idée qu'elle soit là, anonyme ou pas anonyme, parce que ça aussi c'est un choix à faire selon votre histoire, selon ce qui est important pour vous, n'est-ce pas? Mais si c'est accepté, vous pouvez y aller et sachez que de toute façon, la grossesse sert aussi à ça, à se préparer, à appréhender cette donneuse comme étant une partie, comme étant quelqu'un, une personne qui a participé à la conception de votre enfant. Mais en aucun cas, c'est sa mère, bien sûr. Voilà. Alors, comment faire cette place à la donneuse? C'est ma deuxième partie, justement, un peu plus courte. Comment lui faire de la place quand on apprend qu'elle sera obligée qu'elle va donner tous ses gènes pour cette conception et que probablement votre enfant va lui ressembler, ou en tout cas si c'est pas évident qu'il lui ressemble, il va porter ses gènes et il va y avoir quand même une forme de ressemblance. Eh bien, au cabinet, je pratique des exercices de tout genre. Hein, je m'adresse beaucoup à l'inconscient des gens. J'aime beaucoup le travail avec l'inconscient parce qu'il est plus rapide. Et donc, c'est bien sûr tout ce qui est hypnose. Il faut pouvoir vous figurer cette donneuse, imaginer cette donneuse dès le départ, physiquement,
bien sûr. De toute façon, les cliniques choisissent le phénotype qui est le vôtre. Donc, on ne va pas choisir une donneuse avec les yeux marrons pour une dame qui est blonde aux yeux bleus, très très bleus. Même si la génétique peut faire un peu ce qu'elle veut, des surprises, parce qu'il y a quand même un peu entre 2 et 3 millions de mélanges. Et c'est peut-être le docteur Da Silva qui va nous le confirmer. Je ne sais pas combien de mélanges, mais il y a beaucoup de combinaisons génétiques durant une conception. Mais en tout cas, voilà, il faut pouvoir s'imaginer, se figurer cette donneuse, en faire une forme de portrait grâce à certains exercices, de manière à ce qu'il soit positif pour vous, de manière à ce qu'il vous convienne, de manière à ce que ça ne soit pas votre ennemi, votre rival, quelqu'un qui peut vous piquer votre enfant ou votre mari, mais qu'elle ait une place, c'est-à-dire pas la mère de l'enfant non plus, puisqu'elle ne l'est pas, encore une fois, mais quelqu'un qui a participé et dont l'idée ne nous fait pas grand-chose, si ce n'est peut-être un petit peu chaud au cœur, parce que grâce à elle, on a pu devenir maman. Donc il faut pouvoir faire cela, et cela pourrait aussi contribuer à écrire, si vous vous préparez pour le don, à écrire ce que vous imaginez de cette femme, peut-être tous les jours ou toutes les semaines, comme vous voulez, à votre rythme, des choses qui vous passent par la tête, comment vous l'imaginez, et ce que ensuite, cette imagination, ce portrait imaginé réveille en vous, comme émotion, comme sensation. Notez tout ça, et ensuite, au fur et à mesure du travail que vous ferez sur vous, ce portrait va évoluer et vous allez pouvoir l'adapter à vos besoins, de manière à ce qu'il soit positif, à ce que cette conception soit positive et à ce que l'image de la donneuse ou l'idée de la donneuse ne soit pas quelque chose de destructeur et de négatif. Vous pouvez imaginer les qualités qu'elle a pour participer à cette conception. Vous pouvez imaginer quelles sont ses valeurs et vos valeurs, et si on peut mettre en commun quelques valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous justement, parce que c'est une forme de rencontre entre elle et vous. Vous pouvez aussi imaginer que cette femme prend soin de vous, de la femme que vous êtes. Comme d'autres femmes prenaient soin d'autres femmes, on prend soin de nos mères, de nos grands-mères, de nos amis. C'est une manière de prendre soin du féminin de l'autre. Vous voyez, donc on peut aussi travailler de cette manière-là. Et avec le temps, vous allez voir, vous allez l'apprivoiser de manière positive, si ce n'est déjà fait, bien sûr. Pour cela, il y a encore une autre étape, c'est de choisir la manière dont vous allez en parler. La manière dont vous allez en parler entre vous, dans le couple, mais aussi avec votre entourage, si vous décidez d'en parler, et puis à l'enfant ensuite. Donc, faire attention au vocabulaire. Certaines femmes disent, voilà, c'est la vraie mère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi des femmes qui utilisent le mot « fée ». Il y a des petits bouquins, des livres, vous pouvez acheter des histoires de la bonne fée qui a donné la graine grâce à laquelle nous t'avons aujourd'hui, mon bébé. Voilà, il y a cette manière aussi d'en parler. Il y a aussi des mamans qui parlent d'une fille ou d'une dame, tout simplement. C'est selon vos besoins, selon la manière dont vous vous imaginez et qui soit la meilleure en fait pour vous, la plus juste pour vous. Mais je pense qu'il faut faire quand même attention à la terminologie. Et j'attire votre attention là-dessus parce que l'autre jour, j'ai une dame au cabinet qui a accouché, je crois, la semaine dernière justement, et elle me parlait d'un livre qu'elle a trouvé dans une maternité sur le don d'ovocytes et sur la donneuse notamment. Et c'était un livre pour enfants. Pour des enfants de 3 ans, je crois, 3-4 ans. Et je me souviens, je lui demanderai le titre, je ne l'ai pas ici. Et à la fin de ce livre, il y a la question que l'enfant pose à ses parents. « Mais pourquoi, papa, maman, je ne connais pas cette dame ?» Et les parents lui répondent « Parce que nous avions peur que tu ne nous aimes pas. »
Et voilà, ça, je ne sais pas si je peux être désolée de critiquer ce genre de livres qui sortent dans les maternités, mais je le critiquerai parce que ça, c'est la première étape pour vous enfoncer dans la culpabilité la plus totale, parce que vous êtes passé par le don d'ovocytes pour avoir un bébé. Vous voyez? Parce que nous n'avions peur que tu ne nous aimes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre relation, mon enfant, elle est conditionnelle. Si on te présente la donneuse, tu ne vas pas nous aimer. Donc maintenant, on a choisi le fait que tu ne la connaisses pas, de ne pas te la présenter comme ça. On imagine que tu nous aimes. L'enfant va s'imaginer qu'il est obligé d'aimer ses parents parce qu'ils lui ont fait une fleur. Vous voyez, ça va pas du tout. C'est vraiment du très conditionnel, une relation conditionnelle qui s'installe. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette culpabilité de dire, voilà, on avait peur que tu ne nous aimes pas, ça veut dire que nous sommes défaillants, nous sommes mauvais, et tu pouvais ne pas nous aimer, en fait. Donc, on a cherché quelque chose pour que tu puisses quand même nous aimer. Vous voyez? Donc, j'en parle parce que je l'ai appris il y a une semaine, et je me suis dit, je vais le dire à la conférence, ça m'a révoltée. Donc, je pense que c'est mieux quand même de parler à l'enfant en se considérant comme un vrai parent, sans aucune culpabilité. Mon cheval de bataille au cabinet, c'est ça, c'est la culpabilité. Je ne veux pas que les femmes, ni les hommes que vous êtes, soient coupables de cette conception et de prendre une donneuse qui les aide pour faire leur enfant, pour concevoir leur enfant. Et donc, en dernier, ce que je voulais rajouter, c'est pour accueillir, pour faire la place, la bonne place à la donneuse, il faut beaucoup de courage. Et vous êtes très courageux si vous vous dirigez vers cette conception-là, parce qu'il faut vraiment un sacré courage pour pouvoir se défaire de son ego et aller accepter un visage, une autre lignée génétique, et puis dire « je suis sa mère ». Donc j'avais envie de vous dire ça, c'est un cri du cœur. Et effectivement, le fait de se défaire de son ego permet d'accepter cette femme, cette donneuse, et de la considérer comme quelqu'un de précieux. Précieux, pas une mère, mais quelqu'un de précieux qui vous a aidé à être vous, la maman. Je vous remercie.